Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Comme promis, après 3 épisodes consacrés à la politique belge, on prend une petite respiration et on revient à des sujets plus légers. Cette semaine, je passe 70 minutes avec nul autre que Myriam Leroy. Journaliste, auteure, chroniqueuse, elle s'identifie comme féministe radicale et défend que son journalisme est une forme d'art. Et il n'en fallait pas plus pour capter mon attention. Un épisode pépouze donc, qu'on a enregistré avec une Myriam ensevelie sous une couverture parce qu'elle avait la crève. Ça se déguste sans modération, et c'est maintenant, let's go! Et bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invitée est une journaliste. Elle a travaillé entre autres pour La Libre, pour Le Soir Magazine, pour L'Écho et pour un peu toutes les publications presse en Belgique. Elle est ensuite devenue chroniqueuse pour la RTBF sur La Première, ensuite coupée au montage également. Auteure de théâtre, romancière. Un parcours très diversifié. Myriam Leroy, salut. Salut. Ça fait une carrière, comme je le disais, quand même assez variée, assez diversifiée. Oui, je suis le Rémi Bricard de... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es satisfaite de ce portrait? Est-ce que tu te sens définie? Oui et non. En fait, je remarque que quand on dit de moi que je suis chroniqueuse, ça m'énerve. Mais c'est peut-être parce que j'ai tendance à me la péter un peu. Mais parce que ce n'est qu'une infime partie de mon parcours. Et j'ai surtout été journaliste. Et puis là, ça fait quelques années que je suis surtout autrice. Je ne t'ai pas résumé au rang de Non, tout chroniqueuse. à fait. Mais c'est parce qu'on me présente souvent quand on doit trouver un bandeau, quand je passe à la télé ou quoi sur l'écran, c'est toujours chroniqueuse. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de me réduire à ça, même si c'est pas un saut métier? C'est sans doute le truc le plus visible. Les gens te connaissent surtout pour les Myriam Leroy n'aime pas plus que pour les articles dans l'Écho, je pense. Ouais, alors que ça date. Ouais, c'est vrai. Donc, j'avais vu le documentaire que j'avais beaucoup aimé, J'adore les Belges, dans lequel tu passais. D'ailleurs, je crois qu'on est dans les lieux du tournage, c'est très intimidant. Il y a eu un chapitre assez court, assez traumatique, on va revenir là-dessus, où t'es passé de l'autre côté de la frontière, où t'es allé travailler à Paris, chroniqueuse à Paris. D'où ça t'est venu l'idée d'aller bosser chez les Français, alors que voilà, tu les dépeins comme étant le discours habituel, condescendant, arrogant, voilà le discours classique. Ah, moi je ne dépeins absolument pas les Français comme ça. Dans ma première chronique sur Canal+, c'était l'espèce de caricature que j'ai avancée, mais c'était pas. Ok. Tu n'en pensais rien. Non, moi en fait je me suis sentie très très bien accueillie à Paris, et je trouve qu'on est globalement mieux accueillis à Paris qu'à Bruxelles, notamment dans les endroits de service, enfin comme les restos ou les guichets ou ce genre de trucs. Okay. Moi je trouve ça vachement plus agréable d'aller boire. Enfin les serveurs, je les trouve plus sympas dans les bistrots parisiens que dans les cafés bruxellois où on est soi-disant à la bonne franquette et tellement sympathique. Et alors travailler en France, moi j'en avais pas spécialement envie. Ok. Donc c'est un mouvement carriériste. Non, ils sont venus me chercher en fait à une époque où j'avais fait plein de propositions d'émissions et de chroniques à la RTB et tout avait été refusé. Donc j'avais en fait on était je crois au mois de fin juin, et c'est plus ou moins la date où les grilles se bouclent, et moi j'avais rien pour la rentrée à part une chronique par semaine dans l'émission d'Olivier Monsens. Et donc quand ils sont venus me chercher à Canal+, c'était une surprise, et ça tombait super bien, notamment pour pouvoir faire les pieds aux gens de la RTBF qui avaient refusé toutes mes propositions. C'est la meilleure carte de visite, quoi. Ouais. Les gens qui travaillaient dans les médias, je me suis rendu compte assez vite sur place que c'était pas du tout le cas, mais je suis contente de l'avoir fait en fait, parce que si je l'avais pas fait, je pense que ça resterait un fantasme, et là le fantasme il a été tué assez vite, donc je peux passer à autre chose et me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Quoi. Tu es assez vite, tu dis ça comme ça, mais qu'est-ce qui t'a mené à couper court à cet épisode à Paris? En fait, je trouvais que ce qu'on me demandait de faire n'avait pas d'intérêt. Je devais prendre le train super tôt le matin, je revenais avec le dernier Thalys, tout ça pour 2 minutes d'antenne, et c'était énormément de chichi, de maquillage, habillage, coiffure, tout ça pour des billets hyper courts, alors que moi j'avais l'habitude de formats quand même de 4 ou 5 minutes en radio, où j'avais l'occasion de creuser un propos au-delà des simples vannes, quoi. Parce que les vannes, pour moi, ça n'a jamais été qu'un vecteur pour raconter autre chose. Ça n'a jamais eu d'intérêt en soi. Et là, ça réduisait mon champ d'action à la simple chronique humoristique, quoi, la simple accumulation de punchline. Et non seulement ça m'intéresse pas, et en plus j'étais pas très bonne là-dedans. Moi, il y a aucune des chroniques que j'ai faites pendant cette année-là dont je suis fière. J'avais l'impression de brasser du vent chaque semaine. Donc, arrivé à la fin de la saison, ils m'ont proposé de rempiler. J'ai trouvé ça gentil et flatteur. Et
mais je n'ai pas réfléchi longtemps avant de dire non. Ouais, la meilleure rémunération, entre guillemets, c'était la carte de visite, c'était le fait de pouvoir dire... voilà, maintenant je suis dans la cour des grands, donnez-moi du boulot à la première. Oui, voilà, exactement. Mais ceci dit, c'était pas hyper bien payé parce qu'on se fait toujours des montagnes des salaires français, mais c'était exactement comme les salaires belges. Mais en termes de droits d'auteur, là, pendant plusieurs années, j'ai continué à toucher des droits de replay, notamment de territoires d'outre-mer. Donc c'est quand même intéressant. Amis journalistes belges qui voulaient franchir le Rubicon, pensez à vos droits de replay. Okay. C'est intéressant financièrement. Tu parles donc des chroniques que tu faisais, donc c'était dans la nouvelle édition avec Ali Badou. Il y en a une notamment qui a beaucoup fait le tour des internets, où tu t'es attaqué à un monsieur qui s'appelle Dieudonné. C'est vrai que j'ai fait ma petite recherche et quand on cherche les tweets qui mentionnent Myriam Leroy côté 2013, 2000, voilà. C'est pas très élégant. C'est un doux euphémisme. Oui, ce sont principalement des menaces de viol et de mort, voilà, et de mort par viol. Des photomontages très douteux. Ouais. Est-ce que, bah oui, je posais la question simplement, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes cette chronique? Non, non, je regrette, je sais pas, à refaire je le ferai sans doute pas, parce que ça m'a quand même causé pas mal d'emmerdes et occupé trop l'esprit. Et puis ça m'a quand même considérablement désespérée sur la misogynie ambiante. Mais en fait à cette époque-là, je trouvais ça juste. Je trouvais que c'était... Alors c'était peut-être pas la forme idéale, peut-être qu'en 2 minutes c'est certainement beaucoup trop court pour tailler un costard à quelqu'un sur des sujets si sensibles, mais voilà, ma démarche me semblait juste et empreinte de bon sens, et donc je n'ai absolument pas honte du tout de ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais la séquence qui a suivi a été extrêmement pénible pour des tas de raisons, et notamment celle qu'on ne met pas assez en avant, c'est, je trouve, l'absence totale de confraternité dans le paysage médiatique belge, qui en fait s'en est plutôt amusé. On en parlait dans les pages plutôt People, plutôt Morandini, etc. Voilà, c'était ça, comme si c'était un clash alors que ça n'a absolument rien à voir, et comme si c'était un truc entre deux personnalités alors que ça n'a rien à voir non plus. C'était un concept, quoi, plus que... Tu penses que si un homme avait fait cette chronique, ça aurait été traité différemment? Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pas je pense, je l'ai constaté. 3 semaines après moi, Nicolas Bedos a fait une chronique sur Dieudonné aussi. Et elle est pas bien passée, sa chronique, et elle a eu beaucoup de retentissement parce qu'il avait une exposition médiatique évidemment bien plus importante que la mienne. Mais quand on le menaçait, c'était de lui foutre une claque dans la gueule, pas de l'exciser, de l'arroser de sperme de rabbin, et voilà. Donc il y avait une dimension hyper sexe aussi spécifique à toutes les menaces et insultes que j'ai reçues, et j'en ai reçu des dizaines de milliers, et ça a duré des années. Ouais. Aujourd'hui, c'est terminé. Oh, il y a toujours bien un débile qui se réveille une fois de temps en temps et qui m'envoie un message en disant "Sale petite pute de quartier, on va t'en voir pour ce que t'en dis sur Dieudonné." Ok, d'accord. Mais oui, non, ça s'est quand même considérablement calmé. Mais non, mais bien sûr. Stéphane Guyon aussi avait fait quelques semaines plus tard. Mon problème, c'est que j'étais aussi la première, donc j'ai essuyé les plâtres un peu. Ouais. Et puis voilà, j'étais une meuf, donc je me suis pris toute une violence qui n'est pas équitablement distribuée entre les hommes et les femmes. Le féminisme, ton engagement contre le sexisme, c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente à travers tous les sujets qui sont les tiens, le journalisme entre autres. Ça t'est venu comment? J'ai envie de dire, c'est une bête question, mais à la fois très complexe. Qu'est-ce qui a démarré en fait cette préoccupation? Je pense l'enfance. J'ai grandi dans un environnement très tradi où les rôles étaient fort divisés et où l'horizon des possibles n'était pas le même quand on naissait garçon ou quand on naissait fille. J'ai envie de dire que des filles comme ça, j'en connais, et elles remettent pas forcément en question les rôles genrés, elles remettent pas forcément en question ce système qui les coince dans un rôle. C'est qui tout double. Soit tu passes du côté obscur de la force et tu te conformes à ce qu'on attend de toi, et puis... Mais moi, ça a toujours été... j'ai toujours été fort réfractaire à l'autorité et à l'arbitraire, en fait. L'arbitraire a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. Pas dérangée, mais que j'ai jamais bien compris. J'ai jamais bien compris comment on pouvait s'en accommoder, de l'arbitraire. Et moi, je ne m'en accommode pas, et donc j'ai toujours beaucoup pinaillé.
Et j'ai toujours posé beaucoup de questions et il fallait toujours qu'on m'explique parce que voilà, depuis toute petite, parce que c'est comme ça n'a jamais. Oui. Le dogmatisme. Ouais. Et puis donc j'étais naturellement rebelle à toute forme de tentative de me formater, même si bien sûr la culture m'a formaté. Les amis, oui, bien sûr. Et je sais que je suis moi-même misogyne, inconsciemment travaillée par une conception misogyne de la société, parce que je suis le produit de la société dans laquelle j'ai évolué. Mais voilà, au fil du temps, j'ai essayé de lire quand même des bases théoriques à tout ça et de m'informer. Et en fait, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant parce que quand on déconstruit ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale la domination masculine, le patriarcat. Ça permet de déconstruire toute forme de domination, quoi, et d'envisager d'un œil nouveau toutes les discriminations, le mépris de classe, le racisme, l'homophobie, la grossophobie, l'andiphobie. Enfin voilà, donc je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc on avait reçu dans ce podcast il y a quelques semaines Alain Gerlache qui présentait son parcours à la RTBF comme assez idyllique. Il a pu travailler là-bas dans un environnement très stable, il a pu faire ce qu'il voulait, il était très satisfait de sa carrière. Tous les parcours sont évidemment assez différents, donc tu t'évoquais tout à l'heure le fait que ça n'a pas toujours été facile pour toi de trouver des endroits pour t'exprimer à la RTBF. Est-ce que toi tu décrirais ton expérience journalistique à la RTBF comme globalement positive? Oui et non, en fait. Oui, parce que je ne vois pas bien où travailler d'autre. Quand on a envie de travailler comme journaliste ou comme chroniqueuse, comme éditorialiste... Lui disait qu'il aurait tout à fait pu travailler pour RTL. Mais moi pas. Ouais. Moi vraiment pas, mais sans doute pour de mauvaises raisons et des raisons symboliques qui n'ont plus tellement... Enfin, qui ne survivent pas à l'épreuve des faits, quoi, parce que... Ça. T'as une dent contre RTL depuis ta tendre enfance? Non, j'ai pas une dent, mais j'étais je souscrivais beaucoup à ce qui est présenté comme les valeurs du service public. Okay. Puis en fait, on se rend compte, parce que moi j'ai fait mon mémoire en fait sur une comparaison RTBF-RTL sur l'utilisation du fait divers dans les journaux, parlés, radio. Et je pensais se confirmer ce que confusément, intuitivement, on pensait tous, c'est-à-dire que RTL fait son beurre sur les faits divers et la RTBF sur des sujets beaucoup plus nobles. Et en fait, c'est kiff-kiff, quoi. C'est plus ou moins la même chose. RTL les place un peu plus en tête de gondole que la RTBF, en tout cas sur l'échantillon que j'ai analysé. Mais donc voilà, moi, il y a un petit côté Corée du Nord chez RTL avec cette parade, enfin voilà tous ces trucs. Mais la RTBF en organise aussi, hein, mais il me semblait que ça correspondait plus à mes idéaux et ma personnalité de travailler à la RTBF. Tu parles de quoi quand tu parles de tous ces trucs, toutes ces parades? Tu penses à quoi? Tu penses vraiment la parade de Noël RTL où toute l'entreprise fait des signes de reine d'Angleterre à son public réuni en masse, mais ça ramène un monde de dingue. Hein. Je crois qu'à Bastogne, il n'y avait plus eu autant de monde dans les rues depuis la Libération que quand la parade RTL est passée par là. D'accord, oui. Et voilà. Et alors la RTBF laisse aussi plus de place à la culture qu'RTL, et que moi c'est toujours ce qui m'a le plus intéressé, notamment quand je faisais mes études. Donc voilà, je me suis retrouvée à la RTBF parce que je ne voyais. Enfin, pour moi c'était une évidence, quoi. T'as le choix, t'as deux boîtes où bosser, le groupe RTL ou le groupe RTBF, et voilà. T'aurais pu tout à fait continuer dans la presse écrite comme tu le faisais avant. Oui, en fait, j'ai toujours été indépendante, donc j'ai toujours travaillé en presse écrite et je continue encore à travailler en presse écrite. Donc là, j'ai l'air con. Donc ouais, je fais plein de trucs différents en même temps. Mais puisqu'on en parle de la presse écrite, c'est un marché qui est complètement saturé. On parle tout le temps du fait que c'est difficile de trouver du boulot et que c'est encore plus difficile quand on est une femme. Est-ce que ton expérience, j'ai envie de dire, en tant que femme, puisqu'on évoquait le sexisme ambiant dans notre société, en tant que femme, est-ce que tu as ressenti des difficultés particulières en tant que journaliste? Alors, à la fois oui et à la fois non, comme la réponse précédente. Alors, oui, parce que je crois très fort qu'on me prend pas toujours au sérieux dans mon milieu professionnel parce que je suis une femme.
Je sais aussi que je suis moins payée à un travail équivalent qu'un homme et que les justifications que je reçois sont absolument pas recevables. Qu'est-ce que tu reçois comme justification, par exemple? Que ça, oui, c'est parce que machin a plus de charisme. Ouh là, oui, d'accord. Oui. Donc il a un meilleur score sur le charismomètre. Ouais. C'est objectif. Oui, c'est très objectif. Donc, je sais, je suis à peu près sûre que jamais je ne monterai dans l'organigramme. Mais d'ailleurs, ce n'est pas mon ambition. Ça a pu l'être sans doute à un moment, mais maintenant vraiment pas. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec des problèmes de chef. Je trouve qu'on a déjà assez de problèmes quand on n'est pas chef. Mais et d'un autre côté, je crois que le sexisme, m'a permis de travailler. Parce que je suis toujours celle qu'on vient chercher quand les mecs se sont cooptés entre eux, ont formé leurs équipes et se sont rendus compte à la fin que merde, il y a 0 meuf, ça va jaser, on va dire que, et il faut en trouver une. Ouais, il faut une meuf qui va compenser, mais très 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 fort le manque de femmes, donc on va prendre une féministe très vocale. Non, déjà je suis pas très vocale et je pense que mon côté féministe a pas toujours été très apparent, en tout cas, il n'a pas été très entendu. Okay. Mais je crois qu'il y a tellement peu de femmes, en tout cas dans les émissions un peu plus humeur, machin, que c'est toujours les mêmes qu'on va chercher, quoi. Et donc, grâce au fait qu'il y en a si peu, et que moi, je sais pas comment j'ai réussi à un moment donné quand même à faire mon trou et à émerger, je suis toujours celle qu'on vient chercher à un moment donné, mais pas pour mes talents intrinsèque, mais pour mon profil, quoi. Ok, oui, donc. Ce qui est quand même relativement vexant parce que. Oui, c'est ça, oui, tu bénéficies oui. Je bénéficie du sexisme jusqu'à un certain point, puisque, une fois que j'ai été engagée, ça reste quand même des salaires assez misérables et une perspective d'avenir plutôt bouchée, quoi. Oui. Est-ce que c'est justement cette situation, financière peut-être un peu plus difficile qui t'a amené à diversifier ton champ d'action? Je disais, tu écris du théâtre, tu es romancière depuis l'année dernière. C'est ça, c'est vraiment pour des questions financières que en fait, j'étais moi journaliste classique à la base. Je faisais des piges en presse écrite. J'ai commencé au Vers l'Avenir Brabant Wallon. Il y a eu et puis voilà tout ce que tu as cité au début. J'ai un peu fait le tour de beaucoup de rédactions de presse écrite quotidiennes et hebdomadaires et même mensuelles. Mais les piges en presse écrite, et les piges journalistiques écrites ou audiovisuelles, c'est payer une misère, quoi. Et en plus, ça demande un investissement. Je l'apprends à personne, mais pour écrire un article, il faut passer des coups de fil, il faut se déplacer, il faut rencontrer des gens, faut saturer son sujet, puis il faut y réfléchir, et puis il faut trouver un angle. Ça prend un temps quand même considérable pour un salaire que je trouve vraiment carrément honteux, en tout cas dans nos contrées. Qu'une chronique, ça occupe en fait exactement le même nombre de caractères sur une page ou le même nombre de temps sur une antenne, sauf que tu le fais tout seul avec ton jus de cerveau et que ça prend beaucoup moins de temps d'écrire une chronique, même très chiadée, que d'écrire un reportage qui aurait le même volume, quoi. Donc à un moment donné et puis en plus, quand tu fais de la chronique, tu peux toucher des droits d'auteur parce que c'est considéré comme une production artistique. Et donc, les droits d'auteur ne cessent d'être revus à la baisse, mais à une époque, ça me permettait de gagner ma vie de manière satisfaisante. Ces rémunérations misérables, ces droits d'auteur qui baissent et tout ça, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que les gens regardent moins la télé, écoutent moins la radio qu'avant et finalement consomment autre chose, tout simplement? Est-ce que c'est pas juste un effet de marché? Oui, c'est très probablement, mais est-ce que la RTBF doit s'aligner sur le marché? Je ne sais pas. Oui, en même temps, le fou la poule. Est-ce que si tu payais pas un peu mieux tes collaborateurs, ils feraient pas des trucs un peu plus passionnants, un peu moins par-dessus la jambe et que ça rameuterait pas plus de lecteurs et de spectateurs? Et donc, quand je suis passée, je suis pas passée, mais parce que ça faisait longtemps que j'écrivais des nouvelles que je publiais dans des recueils ou que j'écrivais pour le théâtre, mais dans des pièces collectives ou des trucs comme ça. Mais donc j'ai écrit une pièce moi-même toute seule il y a quelques années et puis un roman qui est sorti il y a un an. C'est pas pour c'est pas pour des questions financières parce que le roman c'est ce qu'il y a de moins payé au monde, quoi. Le théâtre ça va, c'est mieux, mais le roman c'est vraiment pour le fun. C'est même pas un défraiement, c'est une petite dringuelle, quoi. Mais non, mais je le fais parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire et j'ai toujours voulu m'essayer à ça et puis
je sais pas, à un moment donné, c'était le bon moment. J'ai fait les bonnes rencontres. Ouais. Je t'ai entendu par le passé dire qu'à la RTBF, il y avait une collision entre une logique d'administration et une logique créative. Est-ce que tu maintiens ça aujourd'hui? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais en fait, c'est plus un truc qu'on ressent qu'un truc à expliquer. D'accord, bah, dis ce que tu ressens. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnalités. En fait, non, je crois que je prenais un peu mon cas personnel pour des généralités parce que moi, je me suis toujours sentie une âme d'artiste. Mais beaucoup de journalistes se perçoivent comme des êtres dénués d'affect qui ne font que renvoyer de manière totalement objective une réalité à un spectateur. Moi, j'ai toujours admis et même cultivé que j'écrivais à partir de ma fenêtre, quoi, et que l'objectivité était un leurre absolu. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes à l'RTBF qui ne se considèrent pas comme appartenir quand même à quelque chose de la famille du domaine des arts. Mais moi, j'ai quand même toujours eu un peu l'impression de faire ça, même quand, et peut-être même surtout quand je fais des trucs vachement sérieux, qui sont pas des machins de saltimbanque, quoi. Voilà. Tu reviens un petit peu sur ce que tu disais. Disons qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est surtout une logique d'administration. Mais alors, je suis pas. En fait, je parle pour la chaîne pour laquelle je travaille. Les audiences de la première sont pas dingues depuis quelques années déjà. Ça participe à une forme de démotivation aussi. Mais l'organigramme de la RTBF est en train d'être complètement bouleversé et il se passe quelque chose en ce moment avec, je crois, des personnalités intéressantes et compétentes et je pense que je pourrais, enfin j'espère, mais je crois que je vais réviser vite mon jugement, quoi. Il me semble qu'il y a quand même un frémissement, quoi. D'accord. Et d'où ça vient? Il y a justement des budgets qui ont été libérés pour plus de culture, pour plus de... Non, je crois pas, mais il y a des gens, en fait, qui maintenant sont sans doute au bon endroit et qui vont allouer le budget qui existe déjà aux bonnes personnes. Tu émettais une critique tout à l'heure comme quoi la RTBF devait peut-être ne pas subir les effets de marché et au contraire libérer des fonds pour compenser quelque part ce manque de culture dans le paysage médiatique. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est très bien dit et j'y souscris. C'est presque ce que tu as dit. Et donc tu estimes que bientôt le service public fera le boulot du service public tel que... Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait... L'espoir était permis. mais je comprends aussi, c'est très compliqué. On voit que la culture, ça fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il me semble que tout le monde lit au moins un livre une fois de temps en temps, va au cinéma une fois de temps en temps. Mais quand on voit à quelle heure sont programmées les émissions de cinéma ou les émissions littéraires, c'est... Je sais pas, même en France, pas juste à la RTB, et des émissions super comme Stupéfiant de Léa Salamé, c'est du gros budget et c'est vraiment très très bien fait, mais je crois que ça cartonne pas du tout et c'est aussi programmé à des heures pas très compétitives. Donc oui, il y a quelque chose avec la manière dont on parle de la culture où c'est peut-être intimidant pour une partie du public quand ils entendent culture. Mais disons que si on est aujourd'hui dans une époque où on peut consommer ces contenus un peu quand on a envie. Je pense, quand tu parles de cinéma à l'RTBF, je pense à 5 heures cinéma par exemple, qui n'est même plus diffusé en radio. Non. Mais qui continue à exister dans son coin, à être financé justement par le service public et ceux que ça intéresse peuvent le consommer. Parce que c'est pas une solution qui marche assez bien finalement, parce qu'on est plutôt que de la diffuser à minuit et de la réserver à 2-3 personnes qui souffrent d'insomnie, on va la diffuser sur Internet. Est-ce que c'est pas une solution? Peut-être, mais moi je pars pour parler de mon parcours personnel, je viens pas d'une famille ouverte à la culture, donc j'ai dû faire mon propre chemin toute seule. Et c'est grâce au programme de flux, en fait, où on m'imposait des choses que je n'allais pas chercher, parce que je sais pas, moi j'avais des préoccupations qui étaient loin de tout ça, que je me suis intéressée à des choses dont j'ignorais l'existence, quoi. Donc je crois fort quand même encore
auprès d'un certain public aux vertus des programmes de flux où on te prend par la main et on te montre quelque chose, quoi. La question, c'est de savoir si ce certain public n'est pas sur le déclin et de plus en plus petit, puisque j'ai l'impression que les ados sont sur YouTube et pas sur la radio FM en train d'écouter la première. Non, moi non plus, en fait, je vais dire. Oui, c'est ça, moi non plus. Moi, c'est vrai que je consomme surtout du podcast et des podcasts natifs. Et j'écoute plus trop la radio. À part des podcasts de France Inter et France Culture, je reste encore fidèle à quelques émissions de radio belge. Mais tu écoutes encore 5 heures cinéma? De temps en temps. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais je pose la question parce que je t'avais entendu t'exprimer comme quoi, voilà, on parlait des chroniques que Myriam Leroy n'aime pas, que tu faisais il y a une dizaine d'années, et tu expliquais qu'aujourd'hui tu avais un petit peu tourné la page et que cracher sur les productions culturelles des autres, ça n'intéressait plus. Tu essayais d'être plus subtil, de ne pas dégommer le travail d'un artiste en trois tournures. Donc on le disait aussi, tu as une dent contre le sexisme, pour ainsi dire. 5 heures cinéma, moi j'aime beaucoup, je l'écoute depuis une dizaine d'années. On peut pas dire qu'il soit forcément très respectueux du travail de tout le monde, et on peut pas dire que les tournures sexistes soient complètement absentes. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que c'est vraiment de la super bonne radio, quoi. C'est deux espèces de virtuoses de la radio. L'un et l'autre, quoi. Franchement, j'étais invité, donc il m'avait invité, c'était en 2016. Il y avait le Star Wars qui sortait, il cherchait des chroniqueurs pour enfin, pas des chroniqueurs, mais des gens pour assister un peu à Xavier qui s'en fiche réellement de toutes ces cultures geeks. Et donc j'avais été invité avec 3 comparses dans l'émission, et je me souviens qu'effectivement à un moment donné, un de mes comparses explique que il allait revoir le film une deuxième fois. Et alors Hugues a sorti une phrase, je sais plus, ah oui, pendant que ta femme faisait les courses, toi, et ça sortait de nulle part. Et ça revient assez souvent, en fait. Mais c'est une autre génération, c'est voilà, et qui insiste sur son droit très légitime à rire de tout et à s'exprimer sur tout. Mais ça reste, je trouve, une émission assez intéressante. Et puis je suis allée même avoir la COD live là qu'ils organisent de temps en temps. Ils étaient à Flaget et il y a une ferveur dans le public qui est hallucinante, quoi. Alors que je connais pas les chiffres du podcast, mais j'imagine que comme tout podcast en Belgique, ça doit pas être non plus fou. J'avais vu Rudy dire qu'il était téléchargé 1 million de fois par an, quoi. Donc c'est. Ah ouais. Il a son petit succès. Oh, mais et dans le dernier épisode, il explique que la femme de Didier Renders et la reine Mathilde écoutent le podcast. Ah ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Bah, sûrement. Ouais, donc tu n'écoutes plus trop 5 heures cinéma, mais tu ne sais plus pourquoi. Ouais, je sais pas, il y a tellement de trucs à écouter, en fait. Oui. L'offre podcast est tellement explosée et peut-être que je m'intéresse un peu moi aussi au cinéma ces derniers temps, et que j'y reviendrai sans doute à un moment donné, mais j'essaye plein d'autres trucs en ce moment. Donc on le disait, aujourd'hui tu t'es un petit peu diversifié ton champ d'action. Tu as publié l'année dernière un roman Ariane. Ouais. On va revenir dessus. Il a connu une très bonne réception. Il a été nominé pour un prix Goncourt. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec cette nomination pour le prix Goncourt? J'ai appris que j'étais nommée pour le prix Goncourt parce qu'une copine m'a envoyé un message de félicitations, et prix Goncourt du premier roman, pas prix Goncourt tout court. Oui, bien sûr. C'est quand même moins prestigieux, hélas. C'est toujours sympa. Parce qu'une copine m'avait envoyé un message de félicitations et je voyais même pas à quoi elle faisait référence, et parce qu'en fait, ils ne vous préviennent pas, quoi. Ça paraît dans la presse, et moi j'étais, je sais pas, chez le kiné ou j'en sais rien. Donc je ne le savais pas, mais j'ai commencé à recevoir des messages, et ça m'a fait un plaisir fou, quoi. J'ai passé 1 mois en lévitation, ça m'a. Tu te sentais validée, légitimée. Oui, complètement. Ouais. Ça, c'était. Alors que j'avais tellement douté de l'intérêt de l'existence de ce livre, et puis là, une académie aussi prestigieuse qui sélectionne mon livre, j'étais surtout, enfin voilà, on n'était que 5 à être nominés. Donc tu recommandes la nomination au prix Goncourt? Oui, non, pour le moral, c'est vraiment excellent. Ça, c'est pour la peau, pour les cheveux, c'est super. Ouais. Donc ça, c'était le début. Ensuite. Et alors la suite, c'est que je reçois via ma maison d'édition un mail d'une certaine Marie Dabadi, épouse de Jean-Loup Dabadi pour ceux à qui ça parle,
qui est la secrétaire de l'Académie Goncourt et qui me demande de venir à Paris le 4 mai à 12h30 au restaurant de Rouen, de me présenter pour la proclamation des résultats. Très prestigieux restaurant, je crois. Oui, mais je pense que c'est de la cuisine au beurre bien grasse, bien tradie. C'est pas mon truc. Et puis voilà, je suppose que tout le monde est invité à se présenter au restaurant de Rouen. Donc je prends un ticket de train, un hôtel. Mais la pression monte parce que la veille, je reçois de nouveau un mail de Marie Dabadi qui me dit la lauréate sera priée, enfin ira manger avec les membres de l'académie. Sauf qu'en fait, ah oui, et donc et j'apprends à ce moment-là que nous ne sommes plus que 2 en lice, mais elle parle quand même de la lauréate et l'autre, c'est un garçon. C'est ça. Donc je me dis, est-ce que c'est un lapsus révélateur ou je sais pas quoi, mais déjà je suis très excitée parce j'apprends que nous ne sommes plus que 2. Et donc je passe une nuit infernale à gober du Xanax parce que je suis trop excitée pour dormir. Et puis le lendemain matin, je m'étais même acheté un top que j'étais tombée par hasard dans un magasin sur un top qui s'appelait Brenda, enfin dont la marque c'était Brenda, et comme il y a un personnage qui se fait appeler Brenda dans mon roman, je me dis c'est un signe, je dois le porter, ça va me porter chance. Et parce que bien sûr j'avais envie d'avoir ce prix pour le prestige, mais aussi pour le chèque qui était attaché au prix. Ouais. Chèque de combien ? De 5 000. Pensais-je. Oui, et comme j'ai une année un peu de vache maigre, franchement, je crache vraiment pas sur ce genre de petite rouette. Et donc je me présente au restaurant de Rouen, mon éditrice me rejoint, il est 12h20, voilà, les minutes passent, et puis quelques minutes avant 12h30, un communiqué de presse part, et c'est Mayer Guven, donc pas moi, qui remporte le concours du premier roman. Je me dis, bon... J'aurais mieux fait de rester chez moi, mais bon, voilà, c'est une bonne expérience. Et puis j'imagine que je vais aller déjeuner avec la page, voilà, et puis voilà. Donc le jury descend de son escalier pour annoncer les résultats. Et quand c'est autour du roman, parce qu'il y a les catégories nouvelles aussi et poésie, quand c'est autour du roman, Bernard Pivot, qui est le président de l'Académie, dit le concours du premier roman est attribué à Mayer Guven pour Grand Frère avec 6 voix contre 4 à Hélène Lenoir. Et je me dis, mais c'est même pas moi. Alors je croyais que j'étais 2e. Qui est cette Hélène Lenoir ? Et puis Philippe Claudel qui lui donne un coup de coude en disant, non, tu t'es trompé de ligne. Ah non, contre 4 voix à Myriam Leroy, qui nous fait la surprise d'être là. Pourquoi je vous fais pas du tout la surprise d'être là ? Vous m'avez demandé de venir. Qu'est-ce que la gêne ? Parce qu'en plus tout le monde se retourne vers moi en disant, c'est quoi cette espèce de pique-assiette qui s'incruste ? Bon. Et moment relativement gênant quand même. Heureusement, j'ai l'occasion de discuter avec Virginie Despentes, que j'adore, qui fait partie du jury. Donc c'est gai, avec Philippe Claudel, avec Didier Decoing, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça reste quand même un moment assez chouette. Ils me disent des trucs super sur mon livre, donc ça me ragaillardit. Et puis on me dit, allez, bon retour à Bruxelles, nous on va manger. Donc là je comprends que le perdant n'est pas autorisé à aller manger avec la prestigieuse académie. Donc je vais en face dans une brasserie pour quand même manger un truc, quoi. Et puis là mon éditrice... La brasserie des perdants. Ouais, c'est vraiment ça. L'éditrice me dit, Myriam, ne bouge pas, on a reçu un mail de Marie Dabadi qui te demande de te présenter au premier étage du restaurant pour recevoir ton chèque de 3 800 €. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce chèque ? Je savais pas que les seconds recevaient un chèque. Moi non plus, mais voilà, regarde, je t'envoie le mail. Et en effet, je vois que Myriam Leroy est priée de se présenter pour recevoir son chèque. Bon, donc nous montons au premier étage, mais ils sont déjà tous assis. Moi, je suis hyper gênée, quoi. Donc je me cache derrière une espèce de cloison pendant que c'est mon éditrice qui toque à la porte en disant « Bonjour, on nous a dit de nous présenter. » Et le serveur fait « Nous sommes au complet, madame. » « Oui, mais c'est parce qu'en fait, Marie Dabadi ne travaille plus pour nous, madame. » Et il nous ferme la porte au nez. Le serveur dit ça, donc. Ouais. Mais donc, ça devait être le serveur, je sais pas, ça devait être un des organisateurs de la cérémonie, ouais, voilà. Marie Dabadi ne travaille plus pour nous. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le twist. Et donc c'est un film de M. Night Shyamalan. C'est génial. Et je google Marie Dabadi. Elle était morte depuis 30 ans. Et elle était morte depuis 30 ans. Non, elle avait été renvoyée de l'Académie Goncourt 3 mois plus tôt. Ouais.
Elle travaille plus là. Donc en fait, j'aurais jamais dû recevoir. Je sais pas ce qui lui a pris à cette femme de m'envoyer des mails. C'est presque la partie la plus délicieuse de l'histoire, c'est qu'on se dit il y a une fille qui est enchantée de ruiner la vie des gens et des nominés. Non, mais c'est hallucinant parce que allez, si tu veux te venger des gens qui t'ont viré, ce que je peux comprendre, tu te venges sur eux, pas sur un obscur auteur qui de toute façon ne pourra pas transmettre l'information. C'est tellement cruel, c'est tellement gratuit. Ouais. J'adore. Mais j'étais bel et bien deuxième. Donc, enfin, voilà, ça, c'est, et puis ça a été une expérience et ça m'a, j'en ai fait une chronique qui m'a fait assez rire, en fait, parce que en fait, ce genre d'histoire, je sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais ça m'arrive beaucoup. Donc voilà, je suis passée un peu spécialiste dans l'art d'accommoder ce genre de reste. Donc, on va revenir sur ton roman, Ariane, que tu as publié l'année dernière. Beaucoup de sujets qui reviennent assez souvent. La narratrice, ça n'est pas Myriam Leroy, mais on soupçonne, et tu me diras si je me trompe complètement, on soupçonne qu'il y a il y a quand même dans une certaine mesure, il y a du Myriam Leroy dans la narratrice, dans le personnage principal. Dans tous. Oui, bah. Tu es à la fois le personnage principal, tu es à la fois Ariane, tu es à la fois les parents d'Ariane, tu es à la fois le. Bah oui, bien sûr. Bah encore une fois, on écrit de son point de vue, quoi. Donc. On peut aussi caricaturer les autres. Ouais, c'est vrai, mais il me semble avoir mis de moi et de pas moi un peu partout. Mais donc un sujet qui revient assez souvent, c'est un petit peu je sais pas comment on appelle ça, mais la hiérarchie sociale, quoi, les bourgeois, les wannabe bourgeois, la classe ouvrière, des choses comme ça. C'est quoi? C'est un sujet qui t'a, parce que donc tu as toi-même, tu as vraiment grandi dans le Brabant wallon, il me semble. C'est un sujet qui t'a vraiment entouré en grandissant? Oui. Moi, je viens d'un milieu classe moyenne, enfin voilà, pas classe ouvrière, père employé, mère au foyer, et ni riche ni pauvre, et somme toute un peu isolé, quoi. Donc sans partager la culture ni du prolétariat ni de la bourgeoisie, je trouvais que c'était intéressant comme toile de fond pour un roman, parce qu'on parle jamais que des choses très saillantes et de la très grande précarité ou de la très grande richesse, mais les gens moyens, un peu ternes, la banalité, c'est quelque chose qui est pas souvent mis en avant, et moi je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec la banalité qui fut et est à certains égards la mienne encore aujourd'hui. Le portrait des parents du personnage principal, c'est vraiment narrow-minded, on s'enferme dans ses préconceptions, dans le dogmatisme, on est comme il faut, voilà. Oui, sauver la face, sauver les apparences. Ouais. C'est quelque chose que tu as connu toi-même dans cette classe moyenne. Et que, enfin, c'est surtout le milieu au sens large, quoi. Ouais. L'école, les cousins. J'ai quand même ressenti une forte pression à la conformité. Toujours, quoi. Ouais. Mais ça touche aussi également à à l'autre toile de fond de ce roman, qui est l'école. Ouais. C'est vraiment, tu dépeins l'école comme étant un lieu où on paye sa puberté très cher. Où tu dis à un moment donné, devenir une femme avait l'air tout à fait déshonorant. Ouais. Le personnage dit ça. Oui, le personnage. oui, je crois que je vais faire d'ailleurs souvent ça. Pas tout à fait moi. Oui, enfin, tu le dis à travers ton personnage, donc sans le dire. Tu dis que l'école est un lieu cruel, où les classements il y a un classement des plus belles filles par les garçons. Le rapport homme-femme, c'est t'es bonne ou t'es une pute. L'école, un lieu superficiel où on veut être populaire ou ne pas être paumé. Si l'école c'est aussi nul, je partage tout à fait le constat, mais si l'école c'est un lieu aussi traumatique, aussi une usine à trauma, pourquoi est-ce que ça existe encore sous cette forme-là? Pourquoi ça ne bouge pas? Alors, je vais être très décevante et plutôt te renvoyer à Jérôme Collin, qui lui a des avis très très tranchés sur l'école. Moi, l'école, je crois que c'est comme la démocratie, c'est la moins pire manière d'organiser les choses, quoi. Okay. Mais la moins mauvaise plutôt que la moins pire. Et alors moi, j'ai pas détesté l'école. Tu me déçois.
mais parce que j'étais une bonne élève, donc c'était relativement facile pour moi. J'ai pas détesté l'adolescence non plus. Disons que j'ai pris l'école comme biotope de ce livre parce que c'est pour moi un laboratoire social. Et je trouve que le monde de l'entreprise est bien plus cruel que l'école. Ceci dit, aujourd'hui, je pense que je serais incapable de revivre mes années d'adolescence, mes années d'école, que j'avais le cuir plus épais parce que moins attaqué, je pense. J'étais plus fraîche. En fait, toute vie en collectivité est extrêmement brutale, quoi. Et il y a certaines personnes qui s'en sortent mieux que d'autres et qui pigent les codes et pigent comment ça marche, et puis il y en a d'autres qui pigent un peu moins. Et voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais sur le fonctionnement de l'école en tant que tel, j'ai pas tellement d'opinion parce que moi, je m'en suis plus ou moins bien sortie. Tu es très critique. J'ai l'impression, moi, quand je lis ce que ton personnage principal dit, donc pas toi, j'ai l'impression que l'école c'est vraiment l'enfer, quoi, dans la manière dont tu le dépeins dans le livre. Alors, pour revenir à mon expérience personnelle, moi j'ai connu plusieurs écoles au long de ma scolarité, et j'ai connu des écoles de péteux, et là c'était horrible, mais c'était relatif aux péteux et pas tellement à l'école. Et puis j'ai fini par échouer. Non, échouer c'est pas un terme adéquat parce que j'ai fini par atterrir dans une école populaire, mixte, avec de tout. Vraiment, c'était une école où il y avait de tout. Je sais pas si c'est encore quelque chose qu'on peut trouver aujourd'hui, mais donc il y avait des riches, des pauvres, mais pas des très riches, ni des vraiment très très pauvres. Il y avait des Blacks, des Arabes, il y avait des Italiens, et c'était super. Et là, j'ai vraiment passé. Enfin, c'était génial, quoi. Je me souviens quasi de rien des cours, mais de tout ce qui était relationnel, tout ce que j'ai appris. Enfin, c'était vraiment là que j'ai appris la vie, quoi. Mais que mes années en école d'élite, où on est censé te préparer à un futur de champion, c'était intenable. J'aurais pas pu rester là plus longtemps. J'avais lu il y a quelques années une description du système scolaire comme étant un endroit où on coince plein d'adolescents qui sont à la recherche d'une identité, qui n'ont pas vraiment de responsabilité, qui n'ont pas vraiment de choses importantes, de choses très importantes à gérer dans leur vie, et qui donc vont se construire une hiérarchie sociale un petit peu très artificielle, quoi, avec des codes pas clairement définis, mais qui tournent généralement autour de la masculinité, de la féminité, de la puberté, de l'assurance, voilà. Mais là, l'école dans laquelle j'ai commencé mes études secondaires, c'était une école de riches et une école où il y avait pratiquement que des garçons. Donc comme chacun vient, il me semble, à l'époque avec des visions héritées de leurs parents en plus, ça faisait quand même un sacré trio cette triangulation rendait cet environnement intenable pour les gens comme moi, un peu plouc, pas très beau, et puis filles, quoi, et filles surtout qui avaient pas envie pas de la fermer, parce que j'ai jamais été une grande gueule, en fait j'ai toujours été plutôt discrète, mais qui ne supportait pas en fait l'enfermement, quoi, d'être prisonnière dans un truc. C'est-à-dire on t'enferme dans un stéréotype, et là en étant enfin voilà, je correspondais pas au stéréotype en vogue, donc je pouvais pas être la reine du bal, quoi, c'est sûr. Particulièrement en ce qui concerne ton identité en tant que femme, est-ce que tu estimes que on t'a fait payer très cher à la puberté? Parce que donc dans le livre, il y a souvent la question des formes, de la honte d'avoir la puberté. Non, je n'ai pas vraiment mes règles, non, mes seins n'ont pas grossi, etc. Bon, moi, évidemment, j'ai pas connu ça, donc ça m'intéresse de poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment ça à l'école, la honte de la puberté? En tout cas, dans la mienne, oui. Ouais. Dans celle où j'étais, oui. Et je pense que c'est pas le cas partout. Et qu'en effet, quand t'es dans une classe où t'as 3 filles pour 22 garçons,
c'est quand même un peu plus compliqué de commencer à avoir des seins quand c'est quand même relativement équitable en termes de nombre, quoi. Ouais. Et il me semble, j'en sais rien, ou alors peut-être que c'était ma classe qui était une classe de gros cons et je peux pas généraliser. J'en sais trop rien en fait. Mais je crois qu'aujourd'hui les choses sont quand même plus détendues, quoi, et enfin, j'espère que la honte sociale et la honte tout court, la honte de genre, c'est un truc dont on est en train de revenir un petit peu. Ouais. Ce qui est intéressant également, c'est que donc au début du roman, le personnage principal n'extériorise pas vraiment sa féminité. Elle est elle-même moquée, harcelée par les garçons. Et puis un été passe et elle change tout à fait sa manière de s'habiller, sa manière d'extérioriser sa féminité. Et là, c'est un peu la harcelée qui devient la harceleuse. Mm-hmm. Enfin, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer avec ce personnage qui elle-même la cible du harcèlement et qui devient une harceleuse? Alors sur le harcèlement, je n'exprime rien de particulier en fait. Okay. J'exprime juste un parcours de vie qui s'inscrit dans une certaine logique parce que apparemment c'est souvent le cas. Les gens brimés deviennent des brimeurs souvent, pareil. Par contre, sur cette espèce de transformation physique où la jeune fille se sent extrêmement puissante, j'avais aussi envie de montrer tout ce qui était norme imposée aux jeunes filles, quoi. Qu'à partir du moment où elle correspondait à tous les critères, elle se sentait validée et que de cette validation découlait un sentiment de puissance extrêmement fort. Est-ce que c'est une façon d'exprimer un message féministe à travers ton livre, le fait de Oui. En fait, simplement d'écrire mon entreprise féministe à travers ce livre, parce que c'est pas un livre qui porte un message, mais et d'ailleurs il y a des gens qui l'ont trouvé sexiste. Tu dépeins une situation sexiste. Oui, voilà. Parce qu'en fait, j'avais juste envie de montrer ce que c'était la réalité d'une adolescence au féminin, alors que la plupart des bouquins dans lesquels il y a des personnages adolescents, déjà il y a peu de personnages féminins principaux, donc c'était important que ce soit un personnage féminin qui porte le récit. Et puis surtout que c'est un personnage féminin qui ressemble aux filles que je connais, et pas des espèces de libellules éthérées, fées clochettes ou reines de glace. C'est toujours dans les romans, les adolescentes disposent, les garçons proposent, elles disposent et elles les conduisent de manière très cruelle. Alors que moi, dans mon souvenir, avec mes copines, on galérait à fond, on avait envie de sortir avec des garçons qui voulaient pas de nous, qui nous disaient qu'on était moches, et on l'était certainement, on était maladroite, on avait des boutons, c'était pas cet univers complètement factice, je trouve, qui est fort fabriqué par la fiction. Donc c'est aussi pour ça que le personnage principal, et tous les personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps, des émanations du corps, des odeurs, de la transpiration, de la sueur, le maquillage qui coule, ce genre de trucs, parce que j'avais envie de redonner beaucoup dans ton livre. Ouais, on transpire à mort. J'avais envie de donner vraiment du corps et quelque chose de concret à ces personnages, quoi. Qu'on sorte un peu toujours du cliché de la jeune fille de Virgin Suicide, quoi. Tu parles aussi beaucoup des magazines féminins dans ton livre. Comment est-ce que tu expliques que ces magazines féminins, là on sort un petit peu du cadre du roman, mais légitimisent et encouragent le conformisme, de se conformer à des rôles genrés bien définis, à une apparence féminine bien définie, plutôt que de faire le contraire, en fait, plutôt que de dire mais libérez-vous, nom d'une pipe. Je pense qu'il y a toute une série de raisons à ça, notamment les annonceurs, quoi. Le magazine féminin, il y a quand même une page sur 2, c'est une pub pour du parfum ou pour des choses, des articles de mode. C'est pas par conformisme, j'en sais rien, c'est difficile à dire. Ouais, c'est difficile. Mais en fait, ça fait vraiment tellement longtemps que je les lis plus que c'est pas vraiment ce qui s'y trame, quoi. Ouais. De temps en temps, j'entends des gens, ce qu'on appelle des masculinistes, poser la question de manière un petit peu tendancieuse. Tiens, mais pourquoi est-ce que les femmes portent du maquillage ? Et il y a des réponses très variées à cette question, question rhétorique. La réponse présumée, c'est du genre parce qu'on veut absolument séduire les hommes, tout ça, machin. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce que les femmes portent du maquillage ?
Mais je pourrais évidemment pas répondre à cette question sans prendre environ 17 heures de ton temps. Et je te renvoie à un bouquin de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale, le nouveau visage de l'aliénation féminine, qui est super. D'ailleurs, il faut lire tous les bouquins de Mona Chollet. Elle vient d'en sortir un qui s'appelle Sorcière, qui est super. Et avant ça, c'était Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, qui est sur les lieux d'habitation. Impossible de répondre en moins de 17 heures. Non, alors il y a la beauté est un outil de séduction et la séduction est le rôle dans lequel on valide socialement les femmes et aussi peut constituer un outil d'émancipation sociale si on décide de jouer la partie selon les règles qui nous précèdent, c'est-à-dire que une femme née dans des milieux modestes peut s'en extraire en séduisant des hommes riches. D'accord. Voilà, okay. Je caricature extrêmement. C'est intéressant, donc ça montre qu'il y a vraiment. La beauté on peut la voir comme un outil ou comme une obligation, quoi. Ouais. Mais je suis surpris en fait de ne pas voir dans cette ère très féministe, très MeToo, etc. Ne pas avoir plus de femmes se dire mais non, je ne veux plus me maquiller. En fait, il y en a. Il y a le retour des poils aussi, surtout. Mais c'est hallucinant, quoi. Il y a quelques Instagrammeuses qui se montrent avec des aisselles légèrement poilues. Elles reçoivent des menaces de mort. Donc c'est, vraiment, on est dans un. C'est toujours intéressant. La menace de mort, c'est presque. Voilà, on touche à quelque chose de très gênant. Ah oui. Donc ça a l'air d'être le tabou ultime, quoi. Les aisselles poilues. Tu peux dire toutes les horreurs du monde, mais alors si tu n'es pas bien épilé sous les bras, la fille de Madonna, Lourdes Ciccone, qui était elle est pas instagrammeuse, mais c'est un peu une icône de mode et donc c'est une fille extrêmement sophistiquée dans l'apparence, mais elle a les aisselles poilues. Et ça, mon Dieu, je me demande si elle doit pas sortir de chez elle avec 10 gardes du corps pour éviter qu'on la bute, quoi, parce que ça rend les gens fous, quoi. Enfin, Puisqu'on parle un petit peu de féminisme, etc., j'ai envie de rebondir là-dessus pour évoquer le cas de, alors c'était l'été dernier, de Damso, donc le rappeur belge, qui avait donc été choisi pour être l'hymne de. C'est l'hymne des Diables Rouges ou. Ouais. Et donc rappeur, gangsta rap. Moi, je n'y connais rien, donc je dis peut-être une bêtise en disant ça, mais. Ouais, pas trop gangsta. Oui, on peut. On peut aller. Et donc voilà, des paroles pas toujours très respectueuses, pas toujours très inclusives. J'aime bien ton art de l'euphémisme. Oui, c'est vrai que comme ça j'évite les menaces de mort. Oui, je vois. C'est bien. Et donc il y avait eu des demandes auprès de la ligue de football de revenir sur cette décision. Personne n'a bougé. Et puis Alexander De Croo, je crois que c'est lui en tout cas, est allé, qui est donc le ministre en charge des télécoms et donc de Proximus, est allé voir Proximus en disant mais non, on retire le sponsoring des Diables Rouges si ils ne reviennent pas sur ces décisions. Et là, les choses ont bougé. Et alors, je me souviens que j'avais fait un petit post sur Facebook pour valider cette action politique. Et je me souviens que les gens étaient très énervés. Les gens. Et je me souviens que c'était particulier. Donc moi, je connais des gens à l'ULB, des gens à Oulé-Saint-Pierre, des gens à Molenbeek. Voilà, j'ai des groupes d'amis un peu partout. Et c'était surtout les gens issus de Molenbeek, les gens issus de, j'aime bien cette formule, les gens issus de la diversité. Ouais, c'est super. C'est creux à crever. Ouais. Je crois qu'à force de faire du mimétisme et d'essayer de parler comme dans une bête en radio, je prends aussi les. Oui, c'est bien. Ton master en langue de bois. Je fais très bien semblant. Ouais. Tu écoutes toi-même du gangsta rap, j'ai cru comprendre, et j'avais vu ton intervention sur BX1 à ce sujet. Est-ce que tu estimes que c'était la bonne décision de revenir sur cet hymne des Diables Rouges? Non, j'en sais rien en fait. Je trouve que tout ça a été très hypocrite et très. D'accord. Cette séquence a été lamentable de bout en bout. Il fallait juste pas l'inviter, quoi. Il fallait juste pas le lui proposer. Et je n'ai aucune envie de censurer qui que ce soit, et je trouve qu'il a par ailleurs beaucoup de talent, Damso, et pour moi, il doit pas mourir, il peut exister, il peut continuer à faire de la musique. Mais par contre, faire de lui l'auteur de l'hymne super rassembleur d'un grand spectacle familial, machin, le truc, je trouvais ça très complètement à côté de la plaque. Quoi. Mais c'est aussi dans un contexte où le football, c'est peut-être un peu plus les classes populaires. Les classes populaires sont peut-être moins sensibles à la question féministe.
Football est aussi un secteur très très machiste, secteur du sport, tout ça. Ouais, peut-être. Donc c'est peut-être simplement des gens qui s'en foutent. Voilà. Oui, bien sûr que c'est ça. C'est des gens qui s'en foutent, qui voient pas où est le problème, quoi. Mais si tu vois pas où est le problème, alors que tu es une huile de la fédération de football, y a quand même un petit souci quelque part, quoi. Faut avoir les yeux un peu en face des trous. Damso, il a un répertoire qui est globalement extrêmement misogyne, quoi. Il n'est pas que misogyne, et derrière les choses qui sont pointées chez lui, enfin, quand il y avait toute cette déferlante d'articles, qui pointaient la réaction rageuse des féministes contre un jeune homme issu de la diversité, car n'était-elle pas raciste, et c'est pas pour ça qu'elle voulait faire taire ce jeune artiste prometteur. Voilà, j'ai lu des trucs vraiment très pourris de ce genre-là. C'est on a toujours tourné le truc de manière à avoir raison. Mais c'était oui, c'est vraiment, et c'était des tribunes qui étaient systématiquement signées par des hommes, ce qui fait que moi j'ai décidé à un moment donné de prendre la plume et de faire une tribune dans Wilfried d'ailleurs, moi-même. Comme ça, il y avait au moins une meuf qui s'exprimait sur le sujet. Et donc on pointait des paroles de Damso qui pour moi étaient juste sexuelles, quoi, et pas sexistes. Enfin, il y a une espèce de confusion aussi autour de l'expression crue de la sexualité et de la misogynie, parce qu'il y a des trucs extrêmement misogynes qui n'ont rien à voir avec le sexe, et des trucs sexuels qui n'ont rien à voir avec la misogynie. Oui, c'était complètement, c'était au-delà de la maladresse, quoi, de le convoquer pour faire ça, et le rétropédalage qui a suivi, c'est comme tous les rétropédalages, quoi. C'est vraiment grotesque. Enfin, je me dis, ils auraient même dû assumer jusqu'au bout, quoi. Au lieu de faire ok, très bien, on va nous retirer des sous, alors d'accord, et que ce soit la seule voix qui soit prise en compte, alors que le témoignage de milliers de femmes qui disaient mais enfin vous vous rendez compte, c'est quand même super heurtant, ça leur en touchait une sans faire bouger l'autre. Je trouvais ça désespérant de bout en bout. C'est donc désespérant à travers les commentaires dans la presse, désespérant parce que de base il fallait pas l'inviter. Ouais. Et mais le rétropédalage, je trouve ça curieux que tu le regrettes. Non, c'est pas que je le regrette, mais je trouve que c'est une mascarade, quoi, parce qu'en fait le mal était fait. Et bien sûr que Damso n'allait pas faire une chanson sexiste pour la Coupe du Monde, parce qu'il est pas con. Ouais. Et il aurait bien sûr commis un truc très bien, mais c'est la décision de base, moi, que je trouve tellement légère, quoi. Puisque tu dénonçais justement les maladresses de tes confrères qui exprimaient très mal le problème dans le travail de Damso. Qu'est-ce qui est sexiste alors chez Damso, exactement? Pour écrire ma tribune sur Damso, que personne n'a lu mais que je trouve très bien, si je puis me permettre, j'ai quand même été tout écouté, de tout le répertoire d'année en année. Donc, d'accord, tu as travaillé. Donc voilà, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, pour savoir ce qui est misogyne. Parce que c'est même pas sexiste, en fait, parce que le sexisme, c'est une discrimination, la misogynie, ou la gynophobie, c'est plus quelque chose qui te travaille même inconsciemment, quoi. Ça, c'est quoi? C'est la chanson, le morceau Vagabond. Tu me fais la bise, je sais même pas qui t'a sucé. La place de ta bouche est dans mon caleçon. Donc là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de commentaires, quoi. Ou alors on résume la femme un objet sexuel. Ouais. Mais oui, et un objet sexuel auquel on ordonne des choses, quoi. Je te prends que par derrière comme passagère sur ma bécane, je mettrai tout sur les réseaux. Oui, ta chatte sera ruinée, je vais te cramer au monde entier, griller, je vais te sergerier. Donc c'est l'humiliation sexuelle, quoi. Je mets toujours un teaser vidéo dans les réseaux sociaux où j'isole un petit extrait. Ce sera celui-là. J'aime la violence et voir le sang qui coule, entendre mes ennemis dire pardon sans leur pardonner, baiser leur meuf en leur transmettant la ch'touille. Donc en fait, tout dans enfin pas tout, mais une grande partie des textes problématiques de Damso, et ils sont quand même nombreux, sont des textes d'humiliation par la pénétration, quoi, pénétration symbolique, quoi. Et même quand il s'agit d'humilier un adversaire mâle, c'est toujours je t'encule pute, quoi. Mais il y a vraiment, enfin il y a beaucoup mais quand tu dis ça comme ça, j'ai l'impression que c'est valable pour à peu près. Bon, j'écoute pas assez de rap pour juger, mais c'est valable, mais tout à fait pour une grande partie de la scène rap. C'est vrai que c'est très. Et alors l'explication qu'on brandit souvent, c'est que les gens parlent comme ça, que dans la cour de récré on parle comme ça, qu'on se traite de pute, qu'on traite les mecs de pute, qu'on traite je t'encule, machin. C'est une explication. Oui, c'est vrai que c'est une explication. Mais alors est-ce que pour autant
il faut dire aux gens que ça heurte de la fermer, parce qu'en fait, c'est pas que nous, alors je sais pas qui se cache derrière ce nous, mais que nous souhaitons faire taire les autres. Nous souhaitons nous aussi parler en fait, et nous estimons que notre liberté d'expression n'entame pas celle des autres, quoi. Mais qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il faut faire aussi avec la contestation de ceux auxquels on s'en est toujours pris, quoi. Et on entend tout le temps des gens qui disent c'était quand même plus facile dans les cours d'école de notre jeunesse. Oui, le texte de Les Amours s'est fait éjecter comme ça. Je parle du coq à l'âne, hein, mais oui, et il justifiait ça en disant de mon temps, quand il y avait quelqu'un qui dénonçait, on le prenait dans un coin et on lui pétait la gueule. Oui, et alors maintenant on dit on peut plus rien dire, mais si, puisque tu passes ton temps à le dire. Le seul truc, c'est que maintenant. Ouais. Il y a des gens qui te répondent qu'avant ils le faisaient pas parce qu'ils étaient tout seuls, parce qu'ils avaient l'impression d'être trop faibles, et que Internet donne un sentiment de groupe aussi qui fait que quand tu dis quelque chose, tu sais qu'il y a des gens autres que toi qui vivent la même chose et qui pensent la même chose que toi aussi. Donc c'est simplement ça aujourd'hui. Il n'y a pas de retour de l'ordre moral. Il y a juste la naissance d'un tout petit peu de la voix de ceux qui en ont été privés toute leur vie, quoi. Oui. Il y a peut-être ici aussi ce qui apparaît comme une légère contradiction, c'est que tu es toi-même globalement amatrice de rap, de gangsta rap. On explique mais j'ai surtout écouté du rap américain, moi, quand j'étais plus jeune. C'est mieux à ce niveau-là ou pas? Alors, pas forcément. Mais alors, c'était déjà une époque où le rap était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. C'était quand même un rap plus politique, plus contestataire et social et tout ce que tu veux. Ceci dit, je veux pas faire la maligne. Moi, quand j'avais 20 ans, ce que j'écoutais, c'était des If You're Sexy in Your Way, It Should Clap Your Hands et Move Bitch, Get Out the Way. On te demande pas forcément de justifier ce que t'écoutais à 20 ans. Non, mais c'était de l'anglais, donc je comprenais pas tout. Donc ça pouvait pas vraiment me heurter, quoi. Je le chantais en yaourt. Et puis, il y avait aussi un truc à l'époque, et je me rendais vraiment pas compte, c'était que aimer ce que les garçons aimaient, ça permettait aussi de se faire une place dans le groupe, ça permettait d'éventuellement les séduire et d'accéder à quelque chose, une place dans le groupe dominant, quoi. Ça sont des choses dont tu ne te rendais pas forcément compte à l'époque. Non. Mais au fur et à mesure des années, donc quand tu as pris conscience de plus en plus de ton engagement féministe, est-ce qu'à ce moment-là, tu as tourné ton dos au rap ou est-ce que tu as continué? Mais j'en écoute de moins en moins, en fait. Ok. Et est-ce que c'est à cause de ça? Ouais. Ouais. Et ce que j'écoute, c'est du rap conscient ou du rap mélancolique de mecs torturés. Et un peu des meufs, peu. Mais je suis allée voir le concert de Kerry James à la Madeleine. Et je trouve que c'est vraiment un type qui a une énergie tellurique vraiment dingue. Et puis c'est un des derniers rappeurs qui transpire l'engagement, quoi, et qui est dans une forme de combat. Mais sa dernière chanson, il fait toute une liste de tous les défauts qu'il attribue à la Ligue de l'Humanité, et puis il fait j'appelle ça comment? J'appelle ça une prostituée. Et tout le monde dans le public, une prostituée. Et moi après sur Instagram, je lui ai envoyé un message en disant c'était super ce concert, mais permettez-moi de vous dire que il y aura peut-être une autre manière de qualifier les mères du même que de dire prostituée. Et alors il m'a répondu, il m'a dit mais les hommes aussi peuvent se prostituer. Je dis oui, mais vous avez dit une prostituée. et puis quoi, enfin tu vois, quand tu es un rappeur engagé, parce que c'est son cas, du côté des faibles, quoi, pourquoi taper sur une catégorie qui est parmi les plus faibles et les moins représentés, les moins syndiqués de l'histoire? Je trouve que c'est un non-sens total, mais c'est parce que c'est rentré dans le langage courant, et moi je crois que ce langage courant, on peut envisager de le travailler pour trouver des alternatives créatives à ce type d'insulte. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le féminisme, c'est davantage quelque chose qu'on constate dans les gens qui vont être à l'université, les bobos, etc., pour ainsi dire. Ici, on parle plutôt, dans le cadre du rap, on parle de manière générale plutôt des classes populaires. Ouais. Est-ce que tu observes
un quelconque mouvement vers une amélioration à ce niveau-là, ou est-ce que c'est coincé? En fait, je suis plus une observatrice suffisamment attentive de la scène rap pour pouvoir avoir un avis là-dessus. Mais il y a des. Écouté, comment elle s'appelle, Aya Nakamura? Ouais, c'est aussi. C'est difficile à juger. Hein. C'est aussi. Mais en fait, j'aime bien parce que j'aime bien sa voix et j'aime bien ses rythmes. Et c'est ça aussi que j'aime dans le rap, c'est la rythmique, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me parle. Ça parle à mon corps avant de parler à mon cerveau. Et Aya Nakamura, elle parle très bien à mon corps, quoi. Mais si on... Par contre, ton cerveau... Oui, disons que c'est un peu le langage et les représentations lambda d'une fille produite de son environnement, de son temps, qui est travaillée et traversée par la misogynie, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et on peut pas vraiment le lui reprocher, mais on peut espérer qu'un jour il y ait des alternatives. Cœur de pirate sur Twitter la citait justement comme... presque une démarche, un exemple de démarche émancipatrice. Mais oui, il y a de ça aussi en fait. C'est toujours très compliqué en fait, oui. parce que moi quand j'écoute ça, je fais vraiment. En fait, dans les textes, elle est clairement pas dans une démarche féministe, mais rien que le fait qu'elle existe et qu'elle se fasse son trou avec une certaine pugnacité, et puis c'est une fille qui rentre pas dans les canons instagramisants standards actuels, donc j'imagine, parce que j'en vois passer quand même beaucoup, qu'elle se prend pas mal d'insultes, qu'on lui dit t'es grosse, t'es moche, va te cacher, connasse, sale pute, machin. Donc c'est quand même courageux quand on est une fille de s'exposer, quel que soit le motif pour lequel tu t'exposes, que ce soit pour dire de la merde ou pour dire des choses super intelligentes. Être le clou qui dépasse, quand on est une nana, ça appelle le marteau. Donc il y a quelque chose effectivement d'empuissant dans la démarche de Aya Nakamura. Mm-hmm. Donc non, je déteste vraiment pas. Hein. Tu détestes pas? Non. Toujours sur le sujet un petit peu, on tourne autour du pot de la question du féminisme. Quelque chose qui revient assez souvent, une attaque, une défense dans ce contexte de la part de certains hommes, c'est la présomption d'innocence est complètement morte. Aujourd'hui, on a 3 accusations et c'est immédiatement vrai. On est jugé par un tribunal public dans les médias, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces constats? Je pense que c'est une vue de l'esprit et que c'est une croyance, parce que le backlash qui a suivi MeToo a été extrêmement rapide, plus rapide que prévu. Les femmes n'avaient pas encore fini d'exposer leurs doléances on leur disait déjà de la fermer parce que c'était honteux et qu'on ne devait pas faire les choses comme ça. Et donc, ce qui revenait souvent, c'était c'est une démarche de délation, alors que en fait, Balance ton porc est vraiment était une toute petite partie des prises de parole sur Internet. Et les noms, c'était vraiment marginal, des gens qui balançaient des noms. C'était plus que marginal. Le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc, c'était du partage d'expérience. Mm-hmm. C'était, moi, il m'est arrivé ça avec un collègue ou un supérieur hiérarchique ou avec un mec dans la rue. Et jamais les noms n'étaient cités. Et il y a eu une focalisation de la part d'un certain public sur mon Dieu, on entend les bruits de bottes, comme si il y avait un quelconque parallèle à faire entre les dénonciations des Juifs pendant la guerre et les dénonciations des violences subies par les femmes aujourd'hui. Donc ça me semble tout à fait, mais plus que déplacé, quoi. En plus c'est faux et ça contribue à faire croire que ça a été un mouvement de délation, alors que ça a été un mouvement simplement de témoignage. Ouais. Je pense que quand ces personnes-là se plaignent de la sorte, c'est surtout en réaction des cas entre guillemets dans la presse people avec des célébrités un peu plus exposées médiatiquement. Je pense par exemple à quelqu'un comme Tariq Ramadan qui a reçu quelques accusations et je ne vais pas prendre parti parce que c'est pas mon rôle, mais c'est vrai que immédiatement tout le monde a fait le prix. Tariq Ramadan, c'est parce que une partie du public n'attendait que ça pour lui tomber sur le rable. Oui, mais donc ça va dans le sens. Donc c'est pas représentatif non plus des. Non, c'est pas représentatif. Du reste. Est-ce que même si ça n'est pas représentatif, est-ce que ça n'est pas problématique malgré tout? Non. Enfin, en fait, le tribunal populaire de Twitter est forcément très agaçant. Une indignation en chasse une autre et un procès en chasse un autre. Mais là, en l'occurrence, je sais pas, est-ce qu'on a eu des histoires où des hommes étaient injustement accusés
qui ont été cloués au pilori sur les réseaux sociaux et puis qu'en fait ils étaient non, j'ai pas l'impression, ou alors ça m'est passé à côté, mais il me semble que toutes les affaires sont en cours, que la justice a pas encore statué et que les choses sont moins binaires que ce qu'on veut bien faire croire. Donc Tariq Ramadan, je le trouve pas représentatif du reste. Plutôt des Luc Besson ou ce genre de trucs là. En fait, je sais pas, ça dépend dans quel monde on veut vivre, quoi. Dans le monde où au DSK qui agresse sexuellement une femme de chambre s'est présenté par Jean-François Kahn comme un troussage domestique et que on s'en fout et que on passe, enfin, son image n'est pas entachée parce que c'est arrivé trop tôt par rapport à la prise de conscience globale des violences subies par les femmes tous les jours, ou est-ce que l'autre alternative, c'est peut-être qu'effectivement tout le monde tombe sur le rap d'un mec qui a commis des erreurs dans le passé parce qu'aujourd'hui tout le monde veut laver plus blanc. Je sais pas, moi je trouve pas qu'avant c'était forcément mieux, quoi. Si demain on apprend que je ne sais pas si c'est le cas ou je ne sais pas si ce n'est pas le cas, mais si demain on apprend que Luc Besson est innocent, est-ce que ce n'est pas regrettable de dire que sa carrière, ses opportunités... Mais sa carrière, ses opportunités, je ne pense pas qu'elles seront ruinées par ça. Il suffit de voir Louis C.K., Louis D. Allen, enfin voilà. Et puis en fait, c'est comme tout. Il y a des fausses accusations. Comme dans, enfin, hors champ du MeToo, ça a toujours existé. Mais c'est, je crois, 8% des accusations qui passent devant les tribunaux, qui s'avèrent finalement être une invention de la victime. Et parmi les agressions, il n'y a qu'une portion tellement congrue qui sont portées devant les tribunaux que je pense je crois que c'est 10%, même pas, des femmes violées qui décident de porter plainte, et dans ces 10%, il n'y a encore que même pas 10% qui se seraient, enfin, donc tu fais 10% de 10%, et là tu as effectivement tu as la scorie, quoi, tu as le truc laid de l'invention de la victime, mais je pense que c'est le cas pour tout, quoi. Je partage le constat voilà, c'est absolument tragique comme situation. Mais donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est plus dans une situation où ce n'est pas un juge qui va juger de la culpabilité de Luc Besson ou de Tariq Ramadan, c'est une liasse populaire qui va condamner et potentiellement, dans certains cas, heurter la carrière de ces personnes-là. Ouais, écoute, quand ce sera le cas, quand il y aura une carrière indûment, lourdement endommagée par de fausses accusations, là, il sera toujours le temps d'y réfléchir et de statuer. Pour l'instant, je n'ai pas... Faut réfléchir avant que ça arrive aussi. Ouais, ça arrivera peut-être pas. Qui sait. Mais pour l'instant, moi je crois que c'est quand même assez marginal, quoi. Oui, et c'est sûr, mais ça reste assez grave. Bien sûr, mais on sait quand même que les dommages sociaux sont extrêmement... une femme violée va avoir plus de problèmes dans sa carrière que son violeur, limite. Oui, parce quoi. qu'on va essayer la honte est quand même toujours largement du côté de la victime dans ces cas-là. Et c'est aussi pour ça qu'elles ferment leur gueule. Et c'est aussi pour ça que MeToo a été un tel appel d'air, parce que enfin, on pouvait raconter quelque chose puisqu'on se rendait compte qu'il ne fallait plus en avoir honte et qu'on pouvait l'ouvrir. C'est mieux qu'avant quand même, non ? Moi je trouve que c'est super excitant comme moment, et que c'est même l'occasion. J'ai des copines qui n'ont jamais été féministes et qui me disaient le féminisme, moi j'aime pas, moi je suis pour l'égalité. Donc t'es féministe. Et qui comprennent aujourd'hui ce que c'est, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent pas voir parce que c'est trop dur. À partir du moment où tu vois le monde tel qu'il est, putain, c'est vraiment c'est pas réjouissant, quoi. Ouais. Et donc se voiler la face, c'est une stratégie de survie, et je les comprends et je ne les blâme absolument pas, quoi. Ouais. Mais par rapport à tes copines qui justement voyaient le féminisme d'un mauvais œil, il y a évidemment dans tous les mouvements politiques toujours des extrêmes. Je pense au hasard au Femen, par exemple. Il y a toujours ce fameux cliché qui revient assez souvent à l'alt-right en Amérique, c'est les jeunes avec des cheveux bleus qui ont des idées bizarres sur le genre et tout ça. Ouais. Je cite. Est-ce que les personnes les plus extrêmes, entre guillemets, qui portent ce message avec le plus d'engouement, de manière très vocale, n'ont pas parfois, et je dis ça par rapport à tes copines, par rapport à mes amis à moi qui ont souvent eu aussi des réactions similaires, est-ce que ces personnes-là n'ont pas parfois un peu gâché la réputation du féminisme ?
Moi, je trouve pas, et je trouve que les Femmes, c'est des boucs émissaires qui sont bien pratiques, quoi. Mais l'action des Femmes est justement intéressante parce qu'elle suscite ce rejet extrêmement fort de la part de plein de gens, et c'est ça qu'elles vont chercher. C'est parce que elles sont tellement haïes qu'elles ont une raison d'être, quoi. Se foutre à poil avec des slogans sur les seins et jeter de la mayonnaise ou je sais pas quoi sur la tête d'un homme politique, on peut pas parler quand même d'une violence absolument insoutenable, hein. Ça reste du Noël Godin folklorique, mais ça dérange extrêmement les gens. Donc si ça dérange, c'est que ça a pour moi tout à fait sa place. Les Femmes, c'est un phénomène assez complexe parce qu'en plus elles viennent d'Ukraine, donc il y a elles charrient un truc culturel qui ne nous semble pas forcément adéquat pour nos discours dans nos sociétés. Mais moi, je trouve qu'elles ont vraiment le mérite d'exister. Je trouve que c'est vraiment des filles courageuses. Et le fait qu'elles embêtent à ce point les gens, alors que c'est assez marginal, hein, l'action des Femmes. Le féminisme ne se résume certainement pas aux Femmes. Et on les voit une fois de temps en temps faire des coups d'éclat médiatiques, parce que ce sont des femmes médiatiques. Elles viennent avec des caméras, elles se font filmer. C'est pour la photo, elles le font pour la photo, quoi. Et pour le discours qui va découler de la photo. Mais je veux dire, à côté de ça, tu as pas en tête un mouvement féministe qui a pu être trop extrême, aller trop loin? Non. Ça n'existe pas? Non, mais moi je vois pas. Moi je me considère comme radicale et ça veut pas dire être extrême. Moi je trouve que c'est juste du bon sens, quoi. Il y a pas de discrimination acceptable ou ok. Donc enfin moi tout m'énerve. Tout pour moi est un combat légitime et noble à mener. Et il y a des combats qui prêtent à sourire du côté de certains, comme la féminisation des noms de métiers ou des noms de rues ou l'écriture inclusive. Et alors, quand on a le malheur de brandir une parole par rapport à ces sujets-là, on nous dit toujours tu desserres ta cause, tu te trompes de combat. Et je trouve ça hallucinant. Enfin, déjà, et alors c'est quoi le combat? Attends, dites-nous un peu, expliquez-nous un peu quel serait le bon combat. Enfin, tous les combats peuvent être menés conjointement. On va pas en poursuivre un en mettant tous les autres au frigo, tandis qu'en espérant que le premier se gagne. On peut tout mener de front, il n'y a pas de... Et du coup, les personnes qui se disent, qui tiennent ce discours de dire non, le féminisme, je ne crois pas trop, moi je suis equaliste, je crois à l'égalité, etc. Tu expliques ça par un manque de connaissances. Manque de connaissances? Oui, par ignorance. Mais il est dû à quoi alors cette ignorance? Les personnes qui vont présenter le féminisme comme le mauvais combat et qui vont exprimer que en réalité il faut plutôt chercher l'égalité, tenir ce genre de discours, tu as tout à fait raison de dire que c'est plutôt ignorant et que c'est mal comprendre le féminisme que de dire ça. Mais cette mauvaise compréhension, elle viendrait d'où? Est-ce qu'elle ne vient pas de féministes qui ont un message un peu trop extrême et trop choquant? Pour moi, ça vient certainement pas des féministes. Ça vient peut-être des choix médiatiques qui sont opérés autour des... Moi, je préférais qu'on donne la parole pendant 1 heure à Mona Chollet tous les soirs à la télé que de faire un à travers de 30 secondes sur les Femmes qui n'est même pas creusé et dont on ne comprend même pas la démarche. Enfin, il y a des tas de féministes de tas de sensibilités différentes. Il y a des abolitionnistes par rapport à la prostitution et il y en a pas du tout. Il y a des anti-voiles et il y en a qui sont pour le libre choix. Il y a des pro-sexe et puis il y a aussi des qui ne s'inscrivent pas du tout là-dedans. Il y a de l'écoféminisme, tout un mouvement de sorcières. Et puis aussi, enfin, il y a surtout énormément d'intellectuels, quoi, qui réfléchissent aux questions de genre et qui pondent des bouquins absolument passionnants qui ne sont pas médiatisés parce que ils sont trop compliqués à schématiser. Sûr, et donc forcément le grand public qui ne s'intéresse pas à ces questions, quand les seules fois où on lui parle de féminisme, c'est quand il y a des coups d'éclat et des happenings politiques, parce que c'est ça les Femmes, c'est des happenings politiques, mais c'est vu comme étant des pantomimes violents, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est violent parce que c'est une irruption brutale dans le cours normal des choses. Oui. Mais c'est ça qui crée le choc. Mais ça crée un choc. Et
voilà, si vous voulez savoir ce qu'est le féminisme, lisez des livres. Moi, j'ai une petite bibliothèque idéale de livres féministes qui sont super et qui sont très subtils et qui pourraient parler à tout le monde, mais quand je dis aux gens de les lire, quand ils me disent tu ne trouves pas que le féminisme c'est un peu un combat de gna gna gna, je leur dis lis ça et mais j'ai pas le temps en ce moment. Mais t'as le temps d'avoir une opinion, mais t'as pas le temps de te renseigner avant d'avoir une opinion. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête de m'en parler, quoi. Ça. Ouais. J'ai envie de rebondir là-dessus puisque tu parles de ces du camp d'en face. Sur le plan intellectuel, en ce qui concerne précisément le combat féministe, c'est qui ton adversaire le plus fin, le plus intelligent, celui que tu ne classes pas au rang des abrutis? Alors je sais pas si c'est un adversaire, mais celui ou celle. Le philosophe François de Smet va sortir dans quelques semaines un livre qui s'appelle Eros sur les transactions, la logique économique à l'œuvre dans le sexe, quoi, en gros, dans les relations amoureuses. Et c'est un copain et il m'a demandé de lire le livre le manuscrit avant qu'il sorte. Avant même qu'il le remette à son éditeur, parce qu'il sait que je m'intéresse à ces questions et si j'avais un avis à formuler ou s'il commettait des maladresses ou des imprécisions, il m'invitait à le lui dire, ce qui m'a fait plaisir parce que c'est un type d'une intelligence insoutenable. Et ce livre m'a pas fait du bien parce que il est brillantissime. Il est relativement implacable, même si certaines sources qu'il convoque, moi, ça me donne de l'urticaire et je ne les trouve pas toujours très crédibles, mais il arrive à en faire quelque chose d'extrêmement crédible. Et donc, c'est impossible à résumer puisque c'est 600 pages, mais il y a quand même un arrière-goût profondément cuisant pour les féministes quand on lit ce genre de livre. T'as l'air de parler presque d'un sentiment de défaite, c'est ça que tu dis? Non, pas de défaite, mais disons que c'est le genre de livre qui peut donner du carburant au mascu, quoi. D'accord. Si on le lit mal, si on le comprend mal, ou bien même en le comprenant bien? Ouais, même en le comprenant bien, c'est comme tout, on peut faire de toute information une utilisation délétère, quoi. Et alors je considère pas du tout François de Smet comme un adversaire, mais comme un partenaire. Mais là, enfin, et c'est même assez stimulant, quoi. J'avais un discours qui ne me plaît pas, qui me dérange, mais qui me fait réfléchir, quoi. Et c'est quand même c'est très rare, parce que la plupart du temps je n'ai même pas envie de réagir à ce que je lis ou à ce que j'entends, parce que j'ai l'impression qu'en face de moi j'ai un interlocuteur qui me dit que la lune est un fromage de Roquefort, donc on peut pas parler d'astronomie ensemble, quoi. Myriam Leroy, on arrive tout doucement au bout des 70 minutes. J'ai une question bateau à poser. C'est quoi ton plus grand regret? Probablement d'avoir trop été un bon petit soldat. Bon petit soldat? Ouais. Poli, bien élevé. Par rapport à quand? Par rapport au monde du travail. J'ai toujours fait ce qu'on me disait de faire. Et c'est encore le cas aujourd'hui? Un peu, mais de moins en moins. Maintenant, j'ai plutôt tendance à me retirer. D'accord. T'as plus de statut, donc tu peux te le permettre peut-être? Non, oui, peut-être, mais en tout cas, j'ai pas les rentrées financières suffisantes par rapport à la fierté que j'ai. Mais c'est un regret qui couvre beaucoup de regrets, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait qui, par exemple, contre ta volonté? Alors, c'est pas vraiment contre ma volonté, mais j'ai longtemps accepté des boulots qui m'intéressaient pas, parce qu'il y avait une éventuelle promesse d'accéder à quelque chose de plus intéressant par la suite. Okay. Sauf qu'à partir du moment où tu fais très bien, de manière très consciencieuse, un boulot qui ne t'intéresse pas, les gens ne voient pas la nécessité de te changer de te faire évoluer. Et donc tu végètes là pendant des années et tu vois les autres autour de toi qui prennent du galon. Ceux qui ont dit non, ceux qui ont dit moi j'ai pas envie de faire ça, moi je veux ça. En fait, j'ai pas été à chercher les choses, quoi. J'ai essayé d'être la collègue parfaite, l'employée parfaite, gentille, serviable, servile, même corvéable à merci. Et ça m'a donné l'occasion d'expérimenter des tas de jobs, donc c'est pas inintéressant non plus, ça fait aussi la richesse du parcours, mais je me rends compte que je me fais un peu chier quand même aujourd'hui. Donc je pense que si je devais refaire les choses avec ce que je sais, je dirais plus facilement non
et j'exprimerai plus ce que je veux plutôt que d'accéder poliment aux demandes des autres. Yes. Dernière chose, est-ce que pour se quitter, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, quelque chose que tu souhaites recommander à nos auditeurs? Ouais, alors là j'ai lu coup sur coup 3 romans de Lionel Duroy, donc ça n'a rien à voir avec le féminisme. D'accord. Mais c'est parce que je sais pas, j'adore en fait ce qu'il fait. J'ai commencé par Colère. Comment expliquer? Donc les 3 romans que j'ai lus, c'est pas des romans en fait, c'est des récits. C'est le chagrin, colère et écriture, et ça tourne au fait toujours autour du même sujet, c'est-à-dire sa famille, et un livre qu'il a sorti un jour où il racontait l'enfer que ses parents leur ont fait vivre à lui et ses 9 frères et sœurs, et il raconte ça, et puis il raconte la suite de ça, parce que ça a été une bombe à fragmentation, la publication de ce livre qui a décimé absolument tout ce qu'il avait de relations amoureuses, sociales, familiales, etc. Et c'est des histoires passionnantes. Et puis c'est un type qui écrit avec une fluidité et une complexe simplicité, je sais pas bien comment le dire, parce que ces phrases sont assez longues, mais elles coulent, quoi. T'as l'impression qu'elles viennent directement du cerveau du gars, qu'il n'y a même pas eu besoin de passer par sa main, quoi, pour directement t'arriver dans la rétine. Et c'est assez... j'adore, quoi. C'est très beau. Ok. Lionel Duroy, c'est ça? Ouais. Ok, parfait, bien. Chers éditeurs, on recommande. Myriam Leroy, merci. Avec plaisir. On a passé 70 longues minutes. Longues? Non, je dis longues parce que... Sympa. Non, parce qu'on a un petit peu dépassé, tout simplement. Myriam Leroy, merci beaucoup. Et chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. C'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Myriam Leroy. Je rappelle que vous pouvez trouver son roman Ariane dans toutes les bonnes librairies et en livre électronique. Ça coûte une quinzaine d'euros. Il a été nominé au prix Goncourt du premier roman et c'est édité chez Don Quichotte. Dans le prochain épisode, j'aurai l'immense plaisir de recevoir Thierry Geerts, directeur de Google Belgique et Luxembourg. On va parler technologie bien sûr, mais on va surtout parler de pourquoi les Belges ont autant de mal à prendre en marche le train de la révolution numérique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.